Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette huitième rencontre co-organisée par Cyrano Éducation et l'ANRAT. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume Caillet, donc, qui a été à la fois dramaturge et s'est occupé de l'adaptation de la pièce Le Menteur dans la mise en scène de Julia Vidit. Je vous rappelle l'enjeu de ces rencontres, hein, c'est la huitième, donc je disais. Beaucoup de ces rencontres sont liées d'ailleurs à des œuvres du programme, des programmes scolaires. Je pense en particulier aux dernières rencontres que nous avons organisées avec Sylvain Maurice autour de sa mise en scène de Pour un oui ou pour un non, avec Salomé Villiers autour de son adaptation d'On ne badine pas avec l'amour sous le titre Badine, Irina Abrouk autour de L'île des esclaves. Et puis, les rencontres qu'on a fait aussi autour de Don Juan, que ce soit avec David Bobet ou avec Léo Cohen-Paperman. L'idée, c'est donc grâce aux captations mises en ligne sur le site de Cyrano Éducation, que vous ayez l'occasion d'échanger, de mieux comprendre un petit peu les enjeux de ces mises en scène, et les enjeux justement de découvrir, un texte de théâtre, pas simplement d'un point de vue littéraire, mais aussi par son passage au plateau. Donc je vous présente Guillaume Caillet. Guillaume Caillet, vous avez suivi des études universitaires et théâtrales à Metz et Nancy. Vous avez intégré par la suite au département des écrivains dramaturges de l'ENSAT à Lyon. Vous êtes l'auteur, d'ores et déjà de plus d'une vingtaine de pièces de théâtre, dont certaines ont été publiées, enfin, un certain nombre ont été publiées, aux éditions théâtrales. J'en ai quelques-unes ici, on en reparlera. Vous d'ailleurs sur France Culture aussi, un certain nombre ont été lus sur France Culture, et sur France Culture, vous pouvez découvrir des enregistrements des pièces de Guillaume Caillet comme Grès, donc publié aux éditions théâtrales, ou encore Neuf mouvements pour une cavale. Les éditions théâtrales font un travail absolument remarquable, et c'est toujours bien de rappeler l'importance des éditeurs de théâtre en France. Voilà. Vous avez cofondé avec, Aurélia Luchaire la compagnie de Désordre des choses en 2015. Avec elle, vous avez créé un certain nombre de textes, donc Grès, Trois vies, Neuf mouvements pour une cavale, BABAR, etc. Pour Julia Vidit, qui est metteuse en scène et directrice du théâtre de la Manufacture CDN Nancy-Lorraine, vous avez écrit et adapté un certain nombre de pièces, notamment Nous serons à l'heure, La grande illusion, Le menteur, donc, Le menteur 2.0, sur lequel on reviendra peut-être aussi, Dernière paille, Climato quoi, et tout dernièrement, Quatrième A. En 2022, vous avez écrit une série radiophonique pour France Culture encore, Nous étions grands ensemble. Vous venez de mettre en scène votre dernier texte, Le temps des fins, que voici. On pourra en parler éventuellement aussi. Vous travaillez, si je ne m'abuse, à l'écriture d'un premier roman, d'un long métrage et d'une nouvelle pièce de théâtre intitulée Nos empereurs. De fait, l'adaptation de ce texte de Corneille et la mise en scène de Julia Vidit nous avait particulièrement intéressés. Et donc, on avait déjà fait une rencontre avec Julia il y a quelques mois, et on a décidé de faire une nouvelle rencontre sur ce spectacle avec vous pour parler de votre travail de dramaturgie et d'adaptation. Déjà, ça sera peut-être la première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste justement votre travail de dramaturge? Parce qu'on connaît la polysémie du terme, et donc de revenir un petit peu sur votre fonction de dramaturge par rapport à cette mise en scène du menteur avec Julia Vidit. Déjà, peut-être dire que la fonction du... Bonjour déjà, pardon. Merci de l'invitation. Peut-être dire que la fonction du dramaturge, elle est vraiment dépendante du lien et de l'envie de la metteur en scène ou du metteur en scène. Je pense qu'il y a autant de dramaturges que de metteurs en scène et d'envie de metteurs en scène d'avoir des dramaturges. Je trouve qu'avec Julien, on travaille ensemble depuis 10 ans, que je l'ai rencontré sur un premier spectacle où j'étais aussi dramaturge, mais il n'y avait pas de réécriture, qui était une pièce de Viripaev qui s'appelait Illusion. Et, euh, Et il y a eu l'envie de Julia de se coltiner à ce menteur, à ce classique. Et donc, quand on intervient en dramaturgie, en fait, on intervient de plusieurs manières. Déjà, le dramaturge, c'est une sorte d'enquêteur, quoi. C'est presque le premier lecteur ou spectateur, spectatrice de la pièce. C'est-à-dire, il lit et il enquête. Déjà de manière complètement objective, le sens de la pièce, quels enjeux sont cachés derrière, ou en tout cas, quels enjeux de l'écriture, il semble pouvoir révéler. Ça, c'est comme une dramaturgie objective où moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le dramaturge, il recherche l'architecture et en fait, quelque part, il devient l'architecte. Ou en tout cas, il regarde l'architecture pour mieux permettre à des gens de comprendre les mots derrière.
et tout simplement aussi le bâti de cette œuvre. Donc il y a comme ça une première dramaturgie qui serait objective, et après il y a une dramaturgie que je dirais plutôt subjective, qui est celle qui dépend à la fois du dramaturge et de la dramaturge, mais qui dépend surtout de là ou du metteur en scène. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que le metteur en scène ou la metteur en scène a envie de dire sur la pièce, on va enquêter, nous, de notre manière, en tant que dramaturge, pour soulever les enjeux liés à ce que cherche la metteur en scène. Donc ça, c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est une sorte de deux volets quoi, de la dramaturgie. Et après, dans les faits, il y a vraiment des temps qui sont complètement différents. Un temps préparatoire, qui est plutôt un temps, je dirais, plutôt très lettré, quoi, de recherche, de faire une sorte bah, voilà, de bible dramaturgique du spectacle qui comprendrait à la fois bah, des choses très simples, hein, d'études de schémas narratifs, après d'études de qu'est-ce qui s'est passé à cette époque, contexte d'énonciation, pourquoi Corneille écrit ça à cette époque-là, où il en est lui à la fois dans son parcours d'auteur et où on en est à la fois politiquement à cette époque-là en France et surtout esthétiquement de l'histoire des représentations et de l'histoire des formes et de en quoi le mentor arrive, quoi, pourquoi il arrive à ce moment-là. Ça, c'est la première étape, qui est une sorte de, pas de bible préparatoire où on vient faire un document d'une quarantaine de pages qui viendrait à la fois appuyer la metteuse en scène dans ses recherches et qu'aussi on transmet aux actrices euh, pour essayer de passer en fait un certain nombre de fondements. Je parle vraiment de fondements parce que pour moi l'architecture, enfin même de fondation quoi, parce que l'architecture est importante je pense dans ça quoi, c'est-à-dire de se dire bon bah voilà en fait on part de ça. Donc on part d'une pièce quoi qui s'appelle Le Menteur de Corneille, créé une époque, et on parle de ce qu'on a envie d'en dire aujourd'hui et de à mon avis ce qu'on a soulevé. Donc moi je soulève des points. Voilà, il y a une Bible, quoi, il y a 40 pages, 50 pages. Et on en discute avec la metteuse en scène pour faire une sorte de dossier dramaturgique, quoi. Qu'elle lit, relit, annote, commente, comprend, interroge, puis voilà, on dialogue là-dessus. Ça, c'est la première étape. Puis après, la deuxième étape, c'est une étape à la gauche ou à la droite, en fonction des obédiences, du ou de la metteur en scène. Et c'est une enquête du texte, quoi, où on se fait en quelque sorte, pas le témoin muet du dramaturge parce qu'on a quand même une connaissance, alors là c'était à 8 ans, donc j'ai une connaissance beaucoup moindre de la pièce, mais à l'époque, la pièce, je la connais très bien. Donc je sais à peu près ce que chaque mot résonne, enfin je sais à peu près ce que ça raconte partout. Et l'idée voilà, c'est de sortir l'objectivité du sens. C'est-à-dire de dire, bah le sens, il a un sens, quoi. Et donc, essayons de le chercher ensemble. Et si on se dit que l'acteur ou l'actrice, il est le véhicule du sens à un endroit, hein, dans une certaine théâtre, enfin, voilà, donc dans ce théâtre-là en tout cas, euh, moi j'accompagne ça. Donc voilà, il y a des mots qu'on comprend pas, je les explique. Il y a aussi une source très bête de l'étude de la scène, quoi. Donc la scène, qu'est-ce que c'est? Il y a un conflit. Qu'est-ce que veut Dorante à ce moment-là? Qu'est-ce que veut Cliton? Qu'est-ce que veut Géronte? Et l'idée, c'est de se dire, à mon avis, l'auteur, il dit ça. La metteuse en scène, elle peut dire autre chose, mais l'auteur, il dit ça à ce moment-là. Connaissant le travail de Julia, elle va plutôt être en train de se dire, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Et donc le dramaturge ou la dramaturge, à côté d'elle, il est important parce qu'il permet de dire à mon avis, il a voulu dire ça. Et après, le dramaturge, il n'a pas forcément raison. Enfin, je veux dire, il enquête. À mon avis, il a un peu plus d'avance que les acteurs et les actrices. Quoique, des fois, il y a des acteurs et des actrices qui sont très bons dramaturges. Il a un peu plus d'avance et il peut accompagner, quoi. Voilà, à mon avis, c'est ça. Mais Mais peut-être rappeler aussi, que la fonction de dramaturge, elle n'est pas du tout systématique dans tous les projets, hein. Et en particulier en France. C'est vrai qu'en Allemagne, par exemple, les dramaturges sont plus fréquents. ouais, Heu ouais, et peut-être aussi de rappeler le fait que parfois la dramaturgie, c'est aussi l'étude des autres mises en scène. C'est-à-dire, c'est de voir un petit peu comment ce texte a été, travaillé par d'autres, pour aussi, savoir comment on se positionne dans cette histoire des représentations. tout à fait. Sachant que nous, sur le menteur, je crois qu'il y avait eu deux représentations avant, en tout Ouais, cas au 20e, et que on avait juste accès à des images. Mais là, c'est très lointain comme souvenir, mais on avait accès à des images, il n'y avait pas de capta, il me ouais. semble.
Et donc, voilà, on a eu accès à des images. Et après, effectivement, il y a toute une recherche historiographique et d'études des formes pour accompagner le scénographe, pour accompagner la costumière, pour accompagner les lumières, pour se dire, bah voilà, tiens, à cette époque-là, on en est là, des costumes. Donc, à mon avis, si tu mets ça, c'est un contresens. Par contre, si tu veux raconter ça aujourd'hui comme ça, la fraise me semble intéressante, le multicolore me semble intéressant. Voilà, plein de. Voilà, on accompagne en fait, effectivement. Il y a tout un travail aussi d'accompagnement du collectif qui crée, quoi. Oui, c'est ça, parce que dans la dramaturgie, c'est aussi, le sens de ce que l'on voit au plateau. C'est-à-dire Ouais. l'analyse du sens de ce qu'on voit au plateau, oui. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est... En fait, il y a même un troisième temps. Il y a après l'étude des signes, quoi. La dramaturgie, elle étudie les signes qui sont au plateau. Et donc, elle dit, bah, ce signe-là raconte ça. Et bon, le travail de Julia, qui est quand même un travail de sémiologie assez poussé, quoi, un travail de signes où chaque chose qui est dit, ou chaque chose qui est mise a un intérêt, a un sens, quoi. Bah, du coup, le dramaturge, il débusque aussi ça. Ouais. Il dit, à mon avis, ça, le sens, il est là. S'il rentre par là, ça raconte ça. S'il tourne comme ça raconte ça. Cette position, elle raconte ça. Ah, cette position-là, tu l'as déjà prise à l'acte 1, scène 3. Du coup, ça veut dire que quelque part, la scène, elle se renverse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a aussi comme ça le dramaturge qui est peut-être aussi la mémoire des répétitions, la mémoire de ce qui s'est déjà fait, et qui construit, en fait, voilà, qui construit comme ça aussi une sorte de paysage mental pour toute la création, quoi. De se dire, bah, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, et comme, voilà, qui crée aussi du monde, quoi, autour de la pièce. Voilà, donc enfin, c'est aussi pour permettre à tous celles et ceux qui nous écoutent, de voir que le dramaturge, c'est pas, il y a ce travail préparatoire, j'allais dire, mais il y a aussi le suivi finalement, de la enfin des différentes répétitions et des différentes étapes de la mise en scène, par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au total, vous avez travaillé combien de semaines autour de ce spectacle? Est-ce que vous avez Je pense qu'on a travaillé, je dirais qu'il y a eu, pour ma part, il y a eu, je sais pas, une dizaine de semaines il y a eu peut-être un mois de recherche, de recherche. Après, il y a eu un mois de travail sur la réécriture et après, il y a eu un mois au plateau, donc il y a eu 3 mois, je pense, en tout, ouais. pour ma part. Alors justement, parce que là, la singularité aussi de votre intervention dans ce projet, c'est de signer à la fois la dramaturgie et l'adaptation. Ouais. Et donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lien entre ces deux fonctions, dramaturgie et adaptation? Comment ça s'est fait, avec Julia, voilà, ce dialogue permanent, entre les 2 fonctions? Bah, je dirais que ça vient plutôt de moi, mon côté auteur de théâtre, quoi, qui vient dire à une metteuse en scène, à mon avis, le sacro-saint texte n'existe pas. Il n'existerait pas un texte indéboulonnable dont il faudrait dire tous les mots. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Parce que je ne pense pas au talent, je pense au travail et je pense que tout texte doit être retravaillé constamment. Et que ça soit moi quand j'écris ou que je mets en scène, je ne me dis pas. Alors, à un moment, il y a des choses qui se fixent, mais je ne me dis pas, là, le texte est fini, on n'y touche plus. Et donc, quand on travaille un classique, je pense que ça a été tout mon apport sur le travail de Julia, c'était de dire, Julia, elle vient du mot, elle vient du verbe, elle vient de l'actrice. Elle vient de l'actrice, quoi. Elle a fait des classiques, des grands classiques, elle a joué le Cid, enfin, elle a joué plein de pièces, quoi. Et je pense que chez elle, il y avait un respect total, presque dogmatique au mot. Et la pièce est comme ça, il faut la dire comme ça. La pièce est comme ça, il faut la monter comme ça. Si l'auteur a écrit ça, c'est que c'est ça. Moi, je pense quelque part qu'on peut se permettre de relire, de réactualiser, qu'on peut se permettre à l'intérieur de couper, qu'on peut se permettre à l'intérieur des modifications. Et ça, c'était assez drôle. Donc, pour nous, dans notre imaginaire, avec Julia, on avait le binôme, enfin, on avait François Regnault en tête, quoi. Ouais. Et son binôme avec Brigitte Jack, quoi, qui sont quand même un binôme de création. François Regnault, grand dramaturge, Brigitte Jack, grande metteuse en scène. Et ensemble, ils ont fait énormément pour notamment dépoussiérer Corneille, Racine, enfin, pour les monter, quoi, pour les mettre en scène. Et Julia me disait constamment, mais regarde comment François Regnault et Brigitte Jack sont dans le sens et dans le mot et qu'ils ne touchent pas à Corneille, Racine, quand ils le montent. Bon, ça c'était un postulat de départ, hein. Je me dis oui, je dis bon, bah moi c'est pas le mien, quoi. Et en fait, ce qui a été assez beau, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Regnault sur l'adaptation et que Regnault me racontait qu'il y a des textes
qui sont complètement retrafiqués, quoi. Ils ont monté, enfin, retrafiqués, on s'entend, comme l'est le menteur, quoi. C'est-à-dire, il y a voilà, une rigueur sur ce qui a été dit, mais il y a des mots qui ne sont pas les mêmes, il y a des scènes retravaillées. Et qu'en vrai, déjà, Regnault et Brigitte Jack, ils retravaillaient l'écriture à l'intérieur. Et là, quand j'ai annoncé ça à Julia, je pense qu'il y a eu une sorte de libération, de se dire, ah ok, bon, bah, si Regnault et Brigitte Jack l'ont fait, bah alors faisons-le. Allons-y. Et il se trouve que ça nous amusait pas mal parce que j'avais déjà écrit sur. Julia avait déjà monté une de mes pièces qui s'appelait Dernière paille à l'époque. Et il y avait une envie, je pense aussi, de d'avoir une adaptation de la pièce, de ne pas être que seul, enfin de ne pas être que face à Corneille et de dire qu'est-ce que Corneille nous raconte aujourd'hui. Et donc, je pense, on était en 2016, quoi, quand l'idée de la pièce est venue à Julia. Et moi, quand elle m'a fait lire Le Menteur, je lui ai tout de suite dit, à mon avis, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y ait une menteuse et qu'il y ait une réécriture de ce point de vue-là, quoi, qu'il n'y ait pas qu'un menteur. Et que les femmes dans Corneille, euh, comme elles étaient traitées, ou en tout cas comme elles étaient représentées, m'intéressaient très peu. Et peut-être j'avais envie justement de dire, ok, allons chez Corneille et voyons comment on peut trafiquer à l'intérieur, quoi. Donc l'idée de l'adaptation est venue comme ça. Mais l'idée de l'adaptation, elle est passée par beaucoup de fausses formes, quoi. Je me souviens qu'il y a des premiers récits, et des premières nomenclatures où presque moi j'avais complètement gommé Corneille. Il n'y avait plus que de l'alexandrin et voire du faux alexandrin. Et puis voilà, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait entre l'adaptateur et Julia pour se dire non, moi ce qui m'intéresse c'est quand même le vers cornélien, ce qu'il raconte quoi. Et donc il y a eu un travail de ma part d'aller vers Corneille et donc un apprentissage aussi de comment dire le vers, comment l'écrire. Donc un travail avec François Regnault quoi, à la table d'une semaine ou deux, je ne sais plus, sur tiens, comment tu peux dire ça, ce mot-là, pourquoi il est intéressant, cette diérèse-là, à quoi elle sert, enfin voilà, aussi de caler l'alexandrin, de le comprendre, quoi. Peut-être conseiller à tout le monde d'ailleurs De lire, dire le vers. lire voilà, de lire ou relire Dire le Ver Tout à de fait. François Regnault, qui est quand même une référence absolue. C'est vrai que a priori, entre ce que vous écrivez et Le Menteur de Corneille, il y a une certaine distance. C'est-à-dire que vous avez un théâtre, une écriture très engagée, j'allais dire très. Et vous vous intéressez souvent aux 100 grades, que ce soit dans Grès, que ce soit dans Neuf mouvements pour une cavale, ce paysan confronté à un système qui le dépasse et ça se finit pas d'ailleurs pas très bien. Et donc voilà, c'est ce hiatus entre votre écriture et l'écriture de Corneille. Qu'est-ce qui vous a frappé du coup dans la découverte de cette écriture de Corneille par ce travail approfondi? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette écriture et justement dans sa structure, sa construction, etc. Bah moi, ce que je trouve ce qui est quand même très attirant chez Corneille et chez les classiques, c'est la rigueur de la structure. Ouais. Que ça soit une écriture classique ou une écriture baroque, il y a une structure qui est implacable, il y a une maîtrise, il y a une maîtrise de l'art du dire qui est implacable. Et donc quand on est auteur, jeune auteur, et qu'on lit ça, on ne peut que apprécier le fait que, il y a une sorte de retour à l'évidence et de retour à ce qu'est le théâtre dans son acte le plus pur, c'est-à-dire du conflit, de la résolution de conflits et des affects en conflit, quoi. Je sais pas comment dire, mais quand on étudie Corneille, on étudie aussi, je sais pas, l'implacabilité de l'écriture. Et là, je parle pas en plus de la puissance du mot, des phrases, du lyrisme, voilà, de ce qui constitue aussi le poème, quoi. C'est-à-dire, on lit aussi un poème, on lit des vers, quoi, on découvre ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours, je trouve, la distance et puis je pense qu'on peut pas se sentir euh, concerné et se dire concerné par le monde si on pense pas que c'est l'altérité, la diversité qui nous constitue. Et que ça soit par voilà, la rencontre avec Corneille, que ça soit la rencontre avec Viripef, ou que ça soit plus récemment avec Julia, j'ai adapté un Pirandello, mais là j'ai vraiment quasiment réécrit. C'est un travail encore plus large de réécriture, mais en fait c'est se confronter à l'autre, quoi, se confronter à cette vision, se confronter à 1643, se dire tiens, qu'est-ce que Corneille raconte? Et c'est assez intéressant pour un auteur, même pour un dramaturge, et même juste pour quelqu'un qui s'intéresse au monde et à la place
Et à la place que peut occuper l'art, c'est se dire, ah, ok, donc à cette époque-là, il en est là. euh, il en est là de son parcours à lui, ce qui nous fait aussi regarder le nôtre, forcément. On en est là de l'époque, et lui, il écrit ça à cette époque-là. Et donc nous, en 2017, en 2016, il y a Macron qui arrive. On en est là. C'est quand même pas mal de parler de ces jeunes, de ces jeunes qui sont dans l'apparat et qui mentent pour arriver. Sans idée sur ce qu'est Macron, tout ça, mais en tout cas sur l'apparence, quoi, sur le virtuel, d'un coup ce que voulait dire la vérité au monde parisien. En tout cas, en 1643, il y a ça, quoi. Et il me semblait assez intéressant de se dire, il y a un bonimenteur, quoi. Il y a un bonimenteur, il ment, il arrive, il ment, et il se fait sa place, et il se fait sa place en mentant. En tout cas, dans Corneille, c'était ça. Et c'était une société, à mon avis, du paraître. Ou en tout cas, il y avait quelque chose du paraître. Donc nous, on a travaillé sur les miroirs, c'est comme ça qu'ils sont arrivés aussi. C'est aussi une idée dramaturgique qui est apparue, de dire, OK, il y a des miroirs, il y a du paraître. Ah, on va mettre plein de miroirs. Ce sera ça, la scéno. Donc ça, c'est hérité aussi d'une pensée dramaturgique, quoi. Et donc, bon, bah, Corneille, il voit ça à son époque. Il se dit, OK, c'est une société du paraître et tout. Donc, il travaille sur le mensonge et la vérité. Et donc ça raconte plein de choses, je pense, sur aussi comment aujourd'hui, par un acte d'écriture, on peut synthétiser une pensée du monde. Et on peut synthétiser ce qu'on pense du monde. Vous me suivez ou pas du tout? Très bien, très bien. Voilà. Si je reviens sur la langue de Corneille, parce que quand on avait rencontré Julia Vidit, je me souviens qu'elle avait qualifié cette langue de très active. Elle avait dit, je la cite, hein, chaque vers avance, chaque vers est utile. C'est une langue performative, quoi. Ouais, exactement. Shakespeare, enfin, je pense qu'aussi, je pense qu'on oublie de dire que ces langues sont héritières d'un théâtre pauvre, enfin d'un théâtre où c'était l'acteur et l'actrice debout et qui disaient le vers. Et je pense que ça, forcément façonner un théâtre de l'activité et un théâtre d'une écriture performative, c'est-à-dire elle dit et ça agit dans l'imaginaire. Et c'est pour ça qu'aussi, je pense on qualifie Corneille d'un auteur qui, enfin, on dit souvent de lui que ça produit de l'aude à l'imaginaire, parce qu'on est sans cesse en activité cérébrale, et très peu de choses nous sont représentées sur scène. Mais justement, par rapport à cette rigueur, cette finesse de l'écriture, du coup, par rapport à l'adaptation, c'est-à-dire quand on... bon, je pense, les scènes, à certaines scènes où d'ailleurs vous quittez le vers, et c'est en particulier la scène entre les deux filles, vous Mm. quittez le vers pour aller dans la prose. Voilà, comment ce choix tout d'un coup s'est imposé, cette liberté, enfin, même si le sens dramaturgique, on peut le comprendre, mais voilà, se saisir d'une écriture aussi serrée, j'allais dire, comment on fait, quoi? Comment on fait dans le travail d'adaptation pour oser cette liberté-là? Bah, je pense qu'à un moment, les deux personnages féminins, en tout cas dans l'adaptation, elles se sentaient un peu trop étriquées dans leur corset. Et en fait, c'est à un moment, j'ai eu envie que ça parle, que ça boite, quoi, que le vers boite, que le vers déboîte et que la prose apparaisse. Et donc, ça s'est fait en plusieurs temps, c'est-à-dire que j'ai fait un alexandrin, puis j'ai rajouté un pied, puis un deuxième pied, puis un troisième pied, puis après ça a boité, quoi. Mais honnêtement, ça me semblait assez couru d'avance que ça allait se passer à un endroit. Que, à un endroit, le verre allait boiter et que potentiellement. Mais ce qui est très drôle, hein, c'est que là, c'est pas ce que je voulais étudier, mais il y a plein de gens qui ont vu le spectacle et qui se sont dit, oh là là, il est quand même moderne, Corneille, à un moment. Il fait boiter le verre. D'autres, des gens qui n'ont pas du tout vu que le verre boitait. Et ça, je trouve que c'est assez plaisant de se dire, ah, oh, il voit pas vraiment. Je trouve ça très plaisant, en fait, d'avoir fait de Corneille un moderne. Je ne sais pas si tout le monde a repéré, du coup, en effet, dans la captation, c'est dans l'acte 4, scène 9, hein, c'est la scène Clarisse-Lucrèce, ce moment où, en effet, on a la rupture avec l'Alexandrin. Est-ce que dans le travail d'adaptation, vous avez dit, il s'agit de rendre aussi la pièce plus audible pour des jeunes d'aujourd'hui? Euh, moi, je pars toujours du fait que c'est moi que ça doit transformer quand je travaille.
je- l'adresse, je l'ai en tête et tout, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça soit euh, moi que ça agite et agisse. Et donc, je crois que quand j'ai lu Le Menteur de Corneille, je me suis dit, ouais, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible de monter ça aujourd'hui. C'est D'accord. vraiment pas possible que, il y ait que cet homme qui mente. C'est vraiment pas possible. Et je crois que c'est à moi que j'ai dit, je crois que c'est à moi que j'ai voulu adresser en premier lieu. Me dire, tu travailles là-dessus, qu'est-ce que tu aimerais en voir et qu'est-ce que tu aimerais en dire? Et qu'est-ce que tu as envie d'en dire, quoi? Et donc, l'idée d'en faire une menteuse, parce que j'avais envie aussi envie de, parce que je pense que, parce que Marivaux, tout simplement, parce que moi, voilà, j'ai découvert aussi le théâtre par Marivaux, donc j'avais envie de dire, eh ben, mettons un peu de Marivaux là-dedans. Mettons un peu de travestissement, mettons un peu, voilà. Et je crois que ça arrivait comme ça. Et alors, à mon avis, si moi ça me transforme, ça transforme le public contemporain. Parce qu'il Mais y a il y avait aussi l'idée d'effacer certaines références qui ne parlent plus à personne aujourd'hui, j'imagine. Enfin, je pense en particulier à la scène d'exposition où il y a tout un tas de références aux gazettes, etc. tout à fait. C'était volontaire aussi de bon, Ouais. ça n'a plus de sens aujourd'hui, quoi. Enfin, Non, puis ça, c'est vraiment Regnault qui m'a dit, faut pas oublier que faut pas oublier que chez Corneille, Racine, mais même chez Shakespeare, il y a quand même toujours un endroit où ce qui est dit pour le public de l'époque. ouais. Et que, par exemple, la Gazette, si c'était la Gazette, il aurait fallu que ça soit valeur actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, si le signifié n'est pas là, c'est-à-dire ce qui est dit ne signifie rien en termes de, je sais pas, de valeur culturelle de l'époque, alors ça ne sert à rien. Mhm. Mais donc, du coup, voilà, c'est des endroits très précis où si le mot ne signifie pas aujourd'hui autre chose que le mot, gazette ne signifie que gazette aujourd'hui, quoi. Il signifie, bon, il pourrait signifier valeur actuelle, tout ça, mais s'il ne signifie pas autre chose, alors enlevons-le. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors après, forcément, ça crée un résultat qui est que c'est plus audible à un public contemporain. Mais je pense que si on n'est que dans le résultat, je crois qu'à un endroit, on loupe quelque chose du travail d'adaptation. Il ne s'agit pas d'adapter pour rendre plus lisible, il s'agit d'adapter pour que déjà nous, on soit plus à l'aise avec la forme qu'on est en train de... Enfin, qu'en tout cas, nous, en travaillant, on se dit, OK, je travaille dans le sens que je comprends, enfin, dans un sens qui est le mien et qui, à mon avis, est important pour l'époque. Et je crois que c'est ce qui a été, à mon avis, c'est ce qui a vraiment fonctionné avec ce spectacle, c'est la réécriture d'une Lucrèce. C'est le pari de se dire, on va réécrire une menteuse. Et que, à mon avis, beaucoup de gens ont pensé que c'était pas une adaptation. D'accord. Ce qui me pose aucun souci. Voire au contraire. Voire au contraire, ouais, parce que du coup, c'est quand même assez jubilatoire de se dire, OK, on a réussi, quoi. Nos verres, ils sont pas trop pétés, ils fonctionnent assez bien. Voilà. Sachant que, par exemple, je sais qu'avec François me disait, François Régnier, à des endroits, je pense que je fais des verres qui sont pas cornéliens, notamment quand il y a des échanges, des stichométies. Corneille en faisait très peu. Donc il y a des échanges où je pense que moi, pour dynamiser l'écriture, j'ai aussi fait des petites répliques voilà, par-ci, par-là. Et ça, Corneille en faisait peu. Mais bon, ça, je pense qu'il y a que des gens, voilà, des gens très érudits qui peuvent s'en rendre compte, quoi. Érudit ou qui travaille un peu le texte, quoi. Qui travaillent le texte, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, non, parce que là, je pense il y a quand même parmi les gens qui nous écoutent des gens qui ont travaillé le texte et qui quand même peuvent être sensibles aussi à Oui, oui, cette... tout à fait. Euh, sur, il y a dans ce que vous avez fait, il y a aussi ce passage quand même où on a tout d'un coup le Cid qui apparaît, le monologue de Don Diègue. Ça, comment c'est venu? Bon, je sais que Julia avait joué le Cid, hein, mais voilà, comment c'est venu cette idée de allez, on y va, on intègre le Bah, je fameux. crois que c'est Jacques Pieller, une fois en répétition, qui est donc l'acteur qui joue Géronte, qui m'a dit, moi, j'ai toujours rêvé de jouer le Cid. D'accord. Voilà, je me suis dit, allez, il y avait quelque chose de très beau dans cet acteur-là, qui est quand même pour moi un monument du théâtre, qui jouait ce père. Voilà, j'avais envie qu'il puisse avoir son Cid. Enfin, j'avais envie qu'il puisse dire ses vers qu'il avait envie de dire. Et je trouve que ça fonctionne assez bien.
ça crée avec les spectateurs une sorte de connivence de ok, on reconnaît que c'est pas la bonne pièce, mais comme on est dans une pièce sur le mensonge, qui sait? Voilà. Il y a une sorte de malignité, je trouve aussi, dans la manière dont Jacques l'interprète. Puis il y a aussi le fait que le Cid est antérieur au menteur Oui, et que l'écriture du menteur n'est pas sans lien avec ce qui s'est passé après le Cid. tout à Enfin, fait. ouais. Donc, enfin, j'imagine que ça jouait aussi dans le fait Oui, que. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on revient, oui, sur le moment, l'idée de fusionner finalement les rôles de Sabine et de Lucrèce, Mm. puisque c'est comme ça que vous faites de Lucrèce une menteuse, hein, enfin, voilà. Ça, c'est arrivé à quel moment? Enfin, est-ce que c'est lié aussi à des questions de distribution? Est-ce que c'est lié, enfin voilà, je voudrais. Souvent, tout est un peu lié, quoi. Mmh. C'est-à-dire, je pense qu'au début, j'avais fait une version où Sabine existait encore, mais Lucrèce mentait déjà. Et je crois que Julia, assez rapidement, m'a dit non, mais ça ne peut être que avec ce nombre d'actrices-là, sinon en production, on va pas réussir, quoi. Ouais, c'est ça, bah, ça, je pense que c'est une donnée qui est importante à Oui, préciser. oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, il y a eu cette idée-là, quoi. Il y a aussi, bah, moi, j'avais envie de renforcer le rôle de Cliton à des endroits. Ouais. J'avais aussi envie, un peu un truc de classe, de dire, bon, bah, peut-être qu'aujourd'hui, les valets, les servants, les servantes, faut peut-être en faire autre chose, quoi. Ouais, ce qui est aussi, c'est-à-dire ce qui transparaît aussi dans les costumes d'ailleurs, je trouve. Oui, tout à fait. Dans- Et dans dans- l'épilogue, quoi. ouais. Et voilà. Bah, alors justement, on va revenir sur l'épilogue, parce que ça, c'est quand même peut-être le moment très clairement ajouté. Voilà, après la fin, quand on ajoute cet épilogue. Donc, de revenir sur l'écriture de cet épilogue, ce fameux dialogue cliton-philiste, et cette adresse au public direct, hein. Enfin, il y a aussi cette idée de je m'adresse au public là et je vous interpelle directement dans cette fin. Donc, comment l'idée est venue, comment cette idée est devenue nécessité, enfin voilà, de revenir sur allez, on y va dans cet épilogue. Il y a eu plein de versions. Moi, il y a d'abord une version où Cliton et Phyllis parlaient beaucoup plus ensemble pendant toute la pièce. Il y a une Ouais. version où Cliton apparaissait, racontait des choses. Euh, et puis, je pense que ça, pour le coup, c'est Julia qui a retiré vers Corneille en disant non, mais on va rétropédaler un peu. Et puis, voyons, produisons un regard après les applaudissements, quoi. Produisons un regard sur la forme. Ça vient aussi, à mon avis, quand même, de Polyeucte, de Brigitte Jacques qu'on avait vu. Et à la fin de Polyeucte, il y a un monologue, il y a Nietzsche qui apparaît. Ça glisse sur Nietzsche à la fin, puis ça finit sur Nietzsche. Et je crois que quelque part, on a trouvé ça très réussi et qu'on a emprunté cette forme-là à Brigitte Jacques. Enfin, il me semble que c'est ça. Parce que je me souviens très bien, en ayant vu ça, en me disant, ok, bah, bon, bah, je vais aller dans l'épilogue, quoi. Et puis l'épilogue permettait de dire, c'est pas Corneille, c'est les actrices qui viennent saluer. Voilà, il y a quelque chose qui se brisait aussi de ce mur. Et puis on essayait un peu d'ouvrir sur les questions que nous avait soulevées la pièce en tant que dramaturge, quoi, sur est-ce que mentir, c'est pouvoir, quoi, aujourd'hui? Et est-ce qu'il faut mentir ou est-ce qu'il ne faut pas mentir tout en laissant la question ouverte, quoi. Et je pense que là, du coup, avec toute cette ère qu'on appelle la post-vérité, qui était, bon, voilà, qui était un tout petit peu théorisé en 2016-2017, mais pas encore, je pense que ça va d'autant plus résonner de dire, bah ouais, dire vrai. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand, dans sa campagne présidentielle, Donald Trump a dit 97% de mensonges? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Quel est le poids de la vérité là-dedans? Je pense que c'est ça, en fait, aussi qu'on a voulu raconter, nous, avec, avec ce dialogue entre Cliton et Philiste, quoi. Dialogue, d'ailleurs, où à la fin, on ne tranche pas, hein. C'est-à-dire que Non, voilà, les deux parlent en même temps pour dire oui, non, quoi. Enfin, euh, donc, ouais, il y a cette idée quand même que ça reste en suspens, finalement, dans tout ce à fait. Tout en disant, à mon avis, il y avait cette chose-là de dire, peut-être que notre époque n'est pas encore prête pour la vérité. C'était un peu ça à la fin. Et Philiste, enfin, c'est Cliton qui dit à Philiste, tu vas te faire lyncher, quoi. Si vraiment tu penses qu'il faut établir la vérité, enfin, voilà, qu'il faut instituer la vérité, tu vas te faire lyncher. Et bon.
C'est là où on en était à l'époque, hein. Après, effectivement, là, j'ai pas retravaillé l'épilogue. Puisque comme on le recrée là dans 2 mois, qu'il y a une nouvelle tournée qui s'amorce, je sais pas si Julia a un peu l'intention de le réécrire ou pas. Mais possiblement qu'il faudra repasser dessus pour voir deux, trois trucs, quoi. Par rapport au contexte aussi de Actuel, l'origine. ouais. Ouais. Je reviens sur en effet, la tournée, puisque ce spectacle qui avait été créé en 2017, si je ne m'abuse, a tourné jusqu'en 2020 où, pour les raisons que tout le monde connaît, la tournée s'est brutalement arrêtée. Mais que la tournée reprend donc, en février au CDN, de Nancy-Lorraine, la Manufacture donc, Ouais. fin février, début mars, à Nice, fin mars, à Tours, en mai, si je ne m'abuse, du 13 au 16 mai et à Bourg-en-Bresse, début juin. Donc si, l'une ou l'autre, d'entre vous, est à proximité, n'hésitez pas à découvrir ce spectacle sur scène parce que c'est toujours la captation elle est plutôt belle, hein, cette captation, il n'y a pas de souci, mais c'est rien de tel que de découvrir le spectacle en salle. Ne serait-ce que, il y a un élément qui pour moi pose question dans la captation, c'est la question des miroirs parce qu'on n'arrive pas enfin, qui dit c'est l'importance de ces miroirs au plateau, pose, tout de suite pour pour une captation, le problème de où je mets la caméra. Est-ce que je prends les reflets du public éventuel ou pas? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là et de comprendre, que finalement dans quelle mesure le public pouvait se voir ou non dans les miroirs. Heu, J'aimerais bien Guillaume que vous reveniez aussi sur, ce que vous aviez fait, en parallèle, c'est-à-dire le Menteur 2.0. Mhm. Voilà, d'expliquer un petit peu cette chose-là, parce que moi je ne j'en connais l'existence, mais je connais pas. Donc, d'expliquer pourquoi vous avez conçu cette sorte de conférence sur la vérité en parallèle à la donc ce travail autour du menteur de Corneille. Bah, c'était aussi, je pense, une volonté de Julia de jouer en classe et de faire une tournée itinérante d'une petite forme qui viendrait aborder les sujets. Voilà, en fait, la compagnie de Julia s'appelait Java Vérité. Ouais. Donc Julia a toujours voulu travailler sur la vérité, en disant il doit y avoir une vérité unique et tout. Bref, il y avait une recherche chez elle de la vérité, bon, qu'elle plaçait, elle, dans ce qu'elle fait avec les acteurs au plateau. Et pour moi, il était plutôt assez évident qu'il existait des vérités multiples et que voilà. Enfin, bref, on était un peu en désaccord sur ça, quoi. Et je pensais que il y a bien sûr des vérités historiques, tout ça, mais que il n'y aurait pas une seule vérité à être au monde, quoi. Et donc, je crois qu'on a eu envie un peu de brosser ça, cette question de la vérité, de se dire, ok, bah alors, c'est quoi la vérité en fait? C'est quoi le mensonge? C'est quoi les sources enfin voilà, les sources littéraires, philosophiques qui ont travaillé ces questions-là, quoi. Donc, on a été voir chez Kant, chez Foucault. Et du coup, j'ai écrit une sorte de fausse conférence où la conférencière n'est pas vraiment la bonne conférencière. Elle arrive, mais on ne sait pas vraiment. Il y a son frère qui est là, mais c'est pas vraiment son frère. Et on joue en fait du mensonge et de l'illusion tout du long en disant que peut-être ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que il faut peut-être s'inventer et s'imaginer, quoi. Et que la vérité, elle est peut-être aussi elle ne serait pas dans la recherche d'un soi authentique ou dans une identité propre, mais plutôt dans une identité multiple et inventée, quoi. Et donc, ça s'est écrit, ça s'appelle Le Menteur 2.0, qu'on a tourné pas mal en classe. C'est une fausse conférence sur la vérité, en fait, où la conférencière arrive et puis elle parle de Kant et tout, mais elle se trompe. Il y a un mec qui arrive, il se trompe aussi, puis tout le monde se trompe un peu, mais tout le monde, en fait, raconte un peu des choses, puis c'est l'idée de passer un peu des idées, quoi, sur tout ce qu'on a découvert, un peu enquêté avec Julia sur cette notion-là, quoi. Et après, c'est une forme qu'on a augmentée avec des amateuristes au plateau. Et donc, on a fait une grande création partagée autour du Menteur 2.0 où on a fait venir des miliciens de la vérité. Et là, c'était des miliciens de la vérité, bah, ils étaient très proches de sens commun, quoi. Et eux, ils pensaient vraiment qu'il y avait une vérité une et indéfectible. Et voilà, jusqu'à l'assassinat de cette conférencière, qui pour eux ne pouvait pas dire que la vérité était multiple. Et cette petite forme donc, là aussi l'idée c'est que ça soit repris ou est-ce que Alors là, on n'en a pas du tout reparlé.
Il y a D'accord. eu quand même un changement de. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu un changement. C'est pas un problème, mais il y a eu pour des causes de tournée, tout ça, il y a eu un changement, il y a des changements d'actrice et que l'actrice qui jouait cette conférencière n'est plus dans le spectacle. Et le problème, c'est que bon, c'est quand même 1 heure et quart de spectacle à réapprendre. Donc voilà, dans les logiques actuelles, très compliqué de faire une reprise de rôle pour enfin, pour une tournée en décentralisé. Voilà, s'il n'y a pas des dates d'assurés. Donc je ne sais pas encore où ça en est ça. D'accord. Peut-on avoir la réponse de Guillaume Caillet sur ce que reflètent les miroirs pendant la pièce et que l'on ne perçoit pas forcément dans la captation et les intentions du scénographe à ce sujet? Le reflet, c'est ce qu'on a aussi un peu travaillé avec sur Pirandello, c'est la recherche de soi, c'est-à-dire de se regarder dans un miroir et de se dire qui je suis, quoi. Et il y a des scènes, par exemple, quand Alcip cherche la vérité ou cherche son amour et qu'il est pris au centre des miroirs, il est en fait englué dans huit reflets de lui-même. Ce qui est le cas aussi de d'Orande quand il est pris au piège des deux femmes. Il est enfermé dans les miroirs. Et donc, il est enfermé dans ses mensonges, dans ses reflets, dans cette représentation de lui qu'il cherche à atteindre. Et après, il y a aussi cette chose assez belle, c'est de se dire qu'à l'épilogue, le reflet est renvoyé au spectatrice, quoi. Ouais. Donc il y a toujours ça aussi, de dire le reflet, ce qui est beau aussi, c'est qu'il reflète, mais des fois il reflète pas vraiment ce que veut aussi le scénographe. Il peut refléter bon, très peu, parce que c'est quand même très bien fait, mais il peut refléter des lumières, il peut refléter des actrices qui rentrent, il peut refléter quelque chose dont on pensait pas qu'il allait refléter, et ça je trouve ça assez intéressant, de se dire, il y a aussi un endroit où le reflet il échappe. On pourra jamais, en fait, parce que c'est aussi une question de point de vue, ça c'est ce que disait très bien le scénographe, c'est en fonction de là où on est dans la salle, on ne regarde pas la même chose. Et que ça, c'est le travail de Thibaut Fac sur beaucoup de ses spectacles, que ça soit sur Avant, La bouche pleine de terre, où il y avait à chaque fois l'idée de faire enfin, il y avait l'idée de faire un kaléidoscope au plateau et de se dire, en fait, là où tu regardes, tu ne regardes pas la même chose. Et ça, je trouve ça assez beau, c'est vraiment une question de point de vue et de se dire, bah, peut-être que notre époque, elle nous a enseigné ça, de se dire, c'est le point de vue aussi qui fait comment on regarde. Et donc, de là où vous regardez dans la salle les miroirs, vous ne voyez pas la même chose. Et puis, enfin, les miroirs, c'est aussi bon, il y a la question baroque hein, derrière. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi, enfin, ce sur quoi vous revenez dans l'épilogue, d'ailleurs, c'est le culte de sa propre image, d'essayer de maîtriser son image. Il y a, voilà, ce culte de l'apparence absolue et ce contrôle de l'apparence absolue, d'où le lien, d'ailleurs, entre scénographie et costume, parce qu'il y a un énorme travail sur les costumes aussi, euh, sur la façon dont je me présente, dont j'essaie de contrôler mon image, mais parfois elle m'échappe, quoi. Bah, en plus, faut bien se dire que le héros cornélien et Corneille, c'est toujours en tout cas, je pense que c'est là où il est dans ses personnages, et notamment dans ses personnages principaux, c'est qu'il y a toujours un vouloir-être, et que le héros cornélien, c'est toujours un être qui s'invente au monde, quoi. Il y a toujours une tension entre l'être et le vouloir-être. Et je pense que les miroirs reflètent ça aussi. Et ne cesse de mettre. C'est pour ça aussi que voilà, il y a toujours. Il est assis au début sur cette forme un peu miroir, on ne sait pas ce que c'est, qui, à mon avis, il est dans cette recherche-là, quoi. Dans cette recherche de vouloir être. Et il veut appartenir à un monde, quoi, qui est en face de lui. La forme que vous venez d'évoquer, c'est le polyèdre, le fameux polyèdre. Polyèdre, ouais. Tout à fait. Oui, parce que le polyèdre a aussi des reflets d'ailleurs, si je ne m'abuse. Tout à fait. Qui sont pour le coup insaisissables. Ouais. La forme du polyèdre est un peu, je sais pas comment dire, elle est très complexe à comprendre. Et visuellement, elle trouble toujours un peu la vue et les perceptions. Je crois que c'est ça aussi qui a intéressé Thibaut en mettant ça, enfin le scénographe, quoi, Thibaut Fac, en mettant ça. C'est de se dire, il vient de là, en fait, il vient de cette recherche-là, de cette recherche de vérité, de ces miroirs qu'il tente de trouver de lui-même, mais qui sont des miroirs un peu étranges, un peu bigarrés, un peu baroques. Alors, dans les questions qui sont arrivées, une question qui est de revenir sur l'idée du texte performatif chez Corneille. Et la question, c'est est-ce que c'est peut-être ce qui le rend si contemporain? Est-ce que ce côté texte très performatif, est-ce que vous partagez ce Moi, sentiment? je pense que c'est ce qui rend contemporain.
Ouais, c'est ce qui rend contemporain, en tout cas cette période d'écriture-là, quoi. Cette période où c'était le mot au centre, qui fait qu'en fait on n'est jamais battu par l'ingénierie et l'évolution de l'ingénierie esthétique et théâtrale, puisqu'en fait il y a une évidence qui est le mot, et que le mot produit du sens et de l'imaginaire, mais il y a la même faculté chez Shakespeare, la même faculté chez Racine. Mais après, moi, je suis partisan du fait de me dire que toute pièce, si elle est bien faite, elle est actuelle. Enfin, elle se réactualise d'elle-même. Mais je pense qu'on peut trouver ça aussi, à mon avis, cette parole-là, et on peut la trouver chez Euripide, chez Échille, chez Sophocle, chez Aristophane. Cette parole qui fait avancer, en fait. Je pense que là où ça se joue, c'est que c'est la parole qui fait avancer l'action. C'est pas l'action qui fait avancer l'intrigue. Et ça, je pense que c'est ça qui est intriguant et qui est intéressant avec cette époque-là, c'est qu'il y a une totale confiance au fait de se dire que c'est la parole qui fait l'acte, qui fait l'action, et que le poème, il se situe dans la parole, et que c'est la parole qui devient un poème de l'action, et que c'est parce qu'on parle que ça agit. Et je vois qu'aujourd'hui, si c'est pas un... Enfin voilà, aujourd'hui, on est quand même dans une société où on a du mal à se poser, à dire que la parole agit. En tout cas, en termes d'esthétique, en termes de théâtre, quoi. Mais même moi, le premier, hein, quand j'écris, j'ai besoin d'action, mais en même temps, parce que l'image, parce que le scénario nous invite à dire, en fait, non, c'est le cadre et l'action qui produisent l'intrigue. Je n'ai pas d'avis hein, là-dessus, hein, je vous dis. C'est à mon avis, c'est juste ça qui, en ce moment, produit une mutation. Mais je crois que ce qui est actuel chez Corneille, en tout cas, c'est qu'il y a ça, il y a une puissance du mot. Mais c'est pas parce que le mot, en fait, je suis pas sûr que c'est parce que le mot il soit mieux écrit que chez un autre ou chez une autre. C'est juste parce qu'il y a que le mot, en fait. Autre question qui vient d'arriver, je vous la cite, hein: «Est-ce que les contes, entre guillemets, de Dorante participent de cette parole performative?» Bien sûr, parce que de toute façon, on est amené à croire. Et du coup, je pense que c'est là où Corneille il se joue de nous et de sa propre faculté à écrire. C'est que, en fait, on prend tout ce qui est dit. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, on ne comprend que quand c'est dit que c'est un mensonge, mais en même temps, quand c'est dit, on n'est pas sûr. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, à mon avis, effectivement, ces fadaises servent à ça. Et à mon avis, il nous mène en bateau là-dedans, Corneille, en disant, OK, bon, allons dans cette parole qui dit, et qui, du coup, le dire fait. Donc, si je dis, c'est que c'est vrai. Et après, je vais dire que ce que j'ai dit n'était pas vrai. Donc, si je le dis, c'est que c'est vrai. Mais après, en fait, je vais comprendre que ce que j'ai dit avant, je ne l'ai pas vraiment dit. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que même d'un coup, il se joue même du mot. Il se joue même de nous et qui sommes en train de dire, OK, non, si tout ce qu'il dit, c'est vrai, et si tout ce qu'il dit fait avancer l'intrigue, c'est que c'est vrai. Ah, mais là, du coup, c'est vrai maintenant. Mais du coup, ah oui, mais du coup, c'est vrai après. Et c'est ça, je trouve, qui est assez beau, c'est qu'il y a une sorte de sédimentation chez nous de l'expérience de la spectateur ou du spectatrice qui regarde et qui dit, OK, en fait, en 2 heures, j'ai quand même pas mal été ballotté, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, ces contes fonctionnent de ça. Et puis ça, enfin, et derrière, du coup, on retrouve cette notion clé dans ce travail que vous avez fait et dans le texte, c'est la notion de crédulité. Ça interroge vraiment la crédulité, mais ça interroge aussi la question du pacte, du pacte implicite par rapport au spectateur. C'est-à-dire, on entre dans la fable et pourtant, c'est-à-dire ça repose sur, le spectateur accepte la Mm, fable et pourtant, on l'interroge sans arrêt, quoi. tout à fait. Il y a vraiment ce travail-là. Parce que je reviens sur l'épilogue, c'est aussi ça, hein, c'est dans quelle mesure il faut accepter d'être crédule par rapport à la parole. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, je crois que ce que vient dire Corneille aussi, c'est je vais vous montrer quelqu'un qui ment et je vais vous montrer comment ce mensonge-là est déjà présent, mais de manière sous-jacente chez tout le monde. Et qu'en fait, lui n'agit que comme un révélateur. Et donc, en gros, cette expérience de crédulité ou d'incrédulité à laquelle on assiste, je pense, nous renvoie aussi du fait que nous, on assiste toujours un peu incrédule à des menteurs qui mentent de mieux en mieux et qui nous disent qu'ils ne mentent pas. Et là, c'est pour ça que là, je questionnais J en disant, mais en fait, là, on est même au-delà. C'est-à-dire, maintenant, ils, ils savent qu'ils mentent, et c'est parce qu'ils mentent et que nous, on sait qu'ils mentent qu'on pense qu'ils disent la vérité.
et qu'une bonne partie de la population pense que c'est en disant c'est en disant des mensonges qu'on dit la vérité. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas, il est prouvé que dans, bah voilà, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui de qui arrive au pouvoir, c'est le mensonge, c'est le mensonge aux portes et ça ne pose plus de problème à personne qu'une personne comme Cyril Hanouna qui dit des mensonges enfin, qui ne dit que des fausses vérités, on en vienne à le citer et à dire, bah, si on le cite, puisque la parole est vraie, puisque la parole fait avancer le monde, quoi, c'est bien que c'est vrai. Donc on vient citer des mensonges en disant qu'ils sont vrais. Ou en tout cas, en attestant du fait que nous, on est crédules à dire, bah, c'est quand même bien vrai ce qu'il dit. Vous voyez ce que je veux dire? Tout en mon avis, en sachant intérieurement que ça fait partie d'une société du spectacle que décrit déjà Corneille à cette époque-là, quoi. Une société du spectacle qui dit, bah voilà, on a besoin de mentir pour faire du chiffre et de l'audimat, quoi. Et c'est ça, je pense que là, aujourd'hui, le renversement, je pense qu'il y a 7 ans, on n'en était pas encore, voilà, il y a 7 8 ans, on en était au début de Trump. Nous, il venait d'arriver un peu comme une figure. Et c'est vrai qu'on se disait, ah, peut-être Trump, c'est comme si c'était le menteur d'après, quoi. Enfin, c'est-à-dire, lui, il arrive et clairement, il dit, de toute façon, là, en fait, il dit exactement ce que dit Corneille. Et pourtant, il prend les mêmes constats que Corneille. Il dit, regardez, tout le monde ment. Tout le monde ment. Cette société, elle ment. Je vais vous montrer qu'elle ment. Mais moi, je vais encore plus mentir, plus mentir, plus mentir. Et vous allez penser que c'est vrai. Et il y a comme ça quelque chose qui est. C'est comme s'ils arrivaient, ces types, et qui brisaient l'illusion. Et que parce qu'ils la brisent, ils la recréent davantage. Vous voyez ce que je veux dire ou je suis complètement confus là? Non, non, moi, je suis pour l'instant. Voilà. Et donc c'est ça, je pense, aujourd'hui qui est intriguant avec cette pièce, c'est que peut-être il y a 7 ans, on n'en était pas là, quoi. Une dernière question, la suite du menteur a-t-elle été un support pour vous pendant la phase de recherche et si oui, comment? Ouais, la suite du menteur a été un support, mais après, il faut dire que quand même la suite du menteur est très mal écrite. Faut dire que la suite du menteur, c'est un peu un navet quand même, concrètement. Même Corneille l'attestera. Je vous précise, la suite du menteur fait aussi partie du programme d'Agreg de lettres de cette année. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui sont présents, qui travaillent ce texte pour Pardon. l'écrire. Non, mais je veux dire, c'est pas. Ah, mais là, je me suis emporté. Je pense que, je pense qu'il n'avait pas besoin de ça. Et que quelque part, il essaye, dans la suite du menteur, quelque chose euh, qui annule un peu le menteur. Mais par contre, ça a été vraiment ça a été effectivement au début, pour tout dire, il y avait une deuxième pièce. Il y avait une D'accord. pièce qui était écrite de ma part avec les actrices à la fin du menteur. Ok. Après, il y a eu une pièce à l'intérieur du menteur où, en fait, Dorante se cassait la jambe. L'acteur Dorante se cassait la jambe en jeu. Parce qu'en fait, il n'y arrivait plus avec son mensonge. Donc, il dit plutôt, bon, je vais créer un mensonge plus gros. Et du coup, il arrêtait la représentation. Mais au début, il y a eu l'idée d'écrire effectivement une suite au menteur, un peu comme ce que Gabili avait fait sur les Marivaux, quoi, d'écrire une sorte de baissée de rideau en disant qu'est-ce que ça faisait si on prenait Dorante 40 ans plus tard et qu'il était en prison, quoi. Mais oui, voilà. Oui, oui, ça a quand même été une source d'inspiration. J'espère que Merci. je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, non, tout va bien. Merci mille fois pour cet échange, parce que je pense que ça a éclairé un certain nombre de choses. Je rappelle à celles et ceux qui étaient là qu'il y a l'échange avec Julia, où on est revenu beaucoup plus précisément sur les questions de costume, sur les questions, enfin tout un tas d'éléments. Voilà, n'hésitez pas à la découvrir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est en ligne tant sur le site de Cyrano que sur le site de l'ANRAT. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir une vision assez globale de ce travail autour du menteur de Corneille qu'ont proposé donc Guillaume Caillet et Julia Vidit. Je vous remercie mille fois toutes et toutes. Et Merci puis, beaucoup en tout cas. et puis la prochaine rencontre aura lieu le 7 janvier autour de l'histoire d'un Cid avec Jean Bellorini. Voilà, c'est notre prochain rendez-vous. Merci à vous. Merci.